Benoît Savéant avait 54 ans. Le 19 février 2006, on a retrouvé son cadavre dans la forêt de Mortswiller, en Alsace. Pour faire leur deuil, son frère Jean-Luc et son fils Jordi se rendent pour la première fois sur les lieux du crime. Benoît a été torturé et tué pour une poignée d'euros. Tuer un homme, c'est déjà dur, mais alors pour si peu, pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas stoppé à un certain moment et puis... Pourquoi ils ne sont pas restés humains? C'est au bout de ce petit chemin de campagne que le corps de Benoît a été abandonné. Jean-Luc et Jordi essayent de retrouver l'endroit précis en fonction des indications données par les enquêteurs. Donc voilà. Ensuite sur la gauche, là, bah. Ouais, c'est ça. Hein. Ça, c'est un marquage de la police pour faire la reconstitution, je pense. C'est ici que la vie de Benoît s'est arrêtée, après un calvaire qui a duré plus de 12 heures. 3 années sont passées, mais Jean-Luc et Jordi n'ont pas encore réussi à tourner la page. Ça nous permet de voir. On n'a jamais su comment ça s'était fini, ni où, donc au moins on aura un lieu pour savoir où il est. On sait qu'il a terminé sa vie. Penser qu'il a fini là, c'est quand même dur. Voilà. Allez. Ça fera peut-être du bien aussi. Maintenant, on sait où il est. Qui était Benoît Savéant et pourquoi a-t-il fini sa vie de manière aussi tragique? Montbéliard, dans le Doubs. Benoît vivait dans cette cité, la cité des Vignoles. Après 6 années de chômage, il retrouve enfin un travail. Il fait des missions pour un constructeur automobile en Slovaquie. À chaque retour, il retrouve Agnès, sa femme, et leurs enfants. Leur père leur manque à Nadège, à Jordi, à Angélique, et il me manque aussi. Vous y pensez souvent? Tous les jours. Il n'y a pas une journée. Avec Agnès, Benoît avait recommencé une nouvelle vie. Il avait accepté de refonder une famille avec moi et puis mes enfants. Il avait accepté de me prendre moi, de reconstituer une famille. J'ai eu 2 enfants avec lui. C'était un réel bonheur. Surtout, il vivait pour ses enfants. Ça, c'était clair. Ses enfants, pour lui, c'était tout. Il n'avait pas énormément d'argent, mais bon, le peu qu'il pouvait avoir, qu'il pouvait gagner, c'était surtout pour ses enfants. Benoît avait assumé le rôle de père aussi pour Wilfried et Angélique, les 2 enfants d'Agnès. Il avait même essayé de les adopter. Il considérait Wilfried et Angélique comme ses enfants. Et Angélique, très tôt, a appelé Benoît papa. Et pourtant, c'est par elle que le malheur arrive. Ou plus exactement, par son compagnon, Johan. Elle m'a dit, maman, je me sens pas bien vis-à-vis de la disparition de son père. Elle s'est dit, mais moi, si j'avais jamais fait connaître monsieur à mon père, jamais ça ne serait arrivé. Johan, le compagnon d'Angélique, a 37 ans. Depuis l'adolescence, il va d'échec en échec. Chômeur, il vit lui aussi dans la cité des Vignoles, avec ses parents. Les voisins, Johan, il l'aime pas, quoi. C'est un asocial. On y a cru à lui. Hein. Johan était bon en anglais, en allemand et tout, en maths. J'ai cru en lui. Et j'ai fait un petit peu tout dans lui. Il m'a déçu une force grave, quoi. À mes yeux, c'est un être abject, calculateur.
Johan aurait tué Benoît pour une raison simple, l'appât du gain. Benoît dit un jour qu'il va toucher des arriérés d'Acédic, 1500 €. Pour Johan et ses amis, c'est beaucoup d'argent. Ils ont entendu parler des arriérés d'indemnité d'Acédic parce que Benoît Savéan, il arrive de Slovaquie. Il est fier, il a un travail devant ces gens-là qui ne cherchent pas de travail, qui n'ont pas d'argent, qui ont par ailleurs un passé de délinquant. Lui, il arrive avec « je suis moi le français », le petit français qui part à l'étranger et qui revient. Et j'ai des indemnités d'Acédic. Pour lui, c'était la richesse. Se vanter à très haute dose, non. C'était juste aux gens qui connaissaient bien, il aimait dire « ça y est, maintenant j'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai ceci, j'ai cela ». Il était sorti, il avait voulu s'en sortir, donc il était sorti vraiment du bas, et là, il voulait vraiment aller vers en haut. Il a un peu exacerbé la jalousie, sans doute, provoqué l'envie, alors tout ce qui est pas bon dans l'être humain. Pour prendre l'argent de son beau-père, Johan va lui tendre un piège. Le 19 février 2006, il organise une fête chez une voisine, Myriam, qui est en fait sa maîtresse. Il invite Benoît. La vie sentimentale de Johan vacillait entre deux femmes, entre Angélique avec qui il avait un enfant, et puis avec Myriam avec qui il avait une relation qui perdure dans le temps, puisque aujourd'hui ils semblent être toujours ensemble, bien que séparés par la prison. Myriam, la maîtresse de Johan, est érémiste elle aussi. Elle habite la même cité que la famille Savéan. Ouais, c'est là-bas, c'est le 3e étage avec les volets fermés. Là. Ce serait là que tout a commencé. Quoi. C'est là qu'ils ont invité mon frère. Et lui, en toute confiance, il pensait juste passer une petite soirée tranquille. À 21 h, Benoît arrive chez Myriam. Johan est là, avec son frère et 2 autres amis. Il m'a présenté, il m'a dit voilà Benoît Savéan, et il a dit à Benoît voilà Myriam. On a bu de la vodka, on a fumé du shit. Et puis bon, moi, j'ai parlé avec monsieur Benoît Savéan, comme lui, il a parlé avec moi. Myriam parle avec Benoît. Pendant ce temps, Johan prépare un cocktail explosif, vodka et somnifère. Benoît n'a pas l'habitude de boire. Il a beaucoup bu cette soirée-là. Donc, et puis après, dès qu'on a eu fini de parler, vers 11h15, 11h30, moi, j'ai prévenu que j'allais me coucher. J'ai dit à Benoît Savéan que j'étais contente de l'avoir vu, de l'avoir connu. Et après, j'ai été me coucher dans un état, je ne pourrais pas dire dans le coma éthylique, mais bon, presque. Benoît tombe lui aussi dans un état second. Il ne voit pas que la bande lui subtilise 300 € dans sa poche. Il ne voit pas non plus qu'il lui vole sa carte bleue. Johan veut lui extorquer son code secret, mais Benoît, ivre et sous l'effet des somnifères, dit ne pas s'en souvenir. Les coups commencent à pleuvoir. Les 2 frères le conduisent dans la salle de bain et le douchent de force, puis les coups continuent. Mais Benoît résiste, il crie, au point que les 2 autres complices s'inquiètent. Les voisins risquent d'entendre, il faut quitter les lieux. Les 4 hommes emmènent Benoît dans sa voiture. Johan et son frère sont devant, les 2 complices encadrent Benoît sur la banquette arrière. De par les auditions et de par les confrontations, à ce moment-là, on sait qu'à certaines étapes, il y a eu des violences sur Benoît Savéan. Le groupe fait 15 km et s'arrête dans la forêt. Johan et son frère sortent Benoît de la voiture. Les coups reprennent de plus belle. Benoît finit par donner son code, ils le remettent dans la voiture. À 4h24 du matin, Mathias, le frère de Johan, retire 360 € dans un distributeur. C'est le maximum autorisé. Le groupe repart déçu. Dans la voiture, les violences reprennent. Johan se déchaîne. Les 2 complices prennent peur. Ils rentrent chez eux. Il est 6 h du matin. Johan et son frère, eux,
poursuivent leur équipée sauvage. Ils cachent Benoît sous des vêtements à l'arrière de la voiture, mais il reprend conscience et tente de se libérer. Ils le frappent à la tête avec un outil. Benoît s'effondre. Ils l'ont frappé, il est quasiment mourant dans le véhicule. Ils s'acharnent encore sur Benoît Savéant. Et je pense que après, je vais dire quelque chose qui est terrible, mais j'ai pas l'impression qu'on termine le travail. J'ai véritablement l'impression qu'on termine le travail, parce qu'à ce moment-là, il ne faut plus que la bouche s'ouvre, il ne faut plus que les mots sortent. Il faut qu'il se taise, mais qu'il se taise à vie. Et pour qu'il se taise à vie, et pour qu'il ne dise jamais ce qui s'est passé, on l'achève. Les deux frères s'arrêtent dans la forêt de Mortswiller. En le sortant du véhicule, déjà, il l'a adossé, et là, il a vu que Benoît Savéant vomissait du sang. Donc il s'est dit, c'est terminé, il va mourir. Ensuite, il le prend sur ses épaules, et puis il l'emmène dans le bois. Et là, il sent que le corps devient plus lourd, donc il sent que Benoît Savéant est mort. À ce moment-là, il le met dans le bois, il le recouvre de branches, et puis ensuite, ils partent. Il est 8 h du matin. Le jour se lève, les deux frères repartent. Avec la carte de crédit de leur victime, ils achètent des cigarettes, de l'alcool et un bidon d'essence. Pour faire disparaître les traces, ils mettent le feu à la voiture et rentrent tranquillement chez eux, à Audincourt. Pendant ce temps, Jordi s'inquiète. Son père n'est pas rentré de la nuit, ce n'est pas dans ses habitudes. Le lendemain, on s'est plus ou moins inquiété, vu qu'il ne rentrait pas, qu'on n'avait pas de nouvelles, que le téléphone ne répondait pas. On s'est dit que il y avait une soirée alcoolisée, qu'ils étaient en train de décuiter, et puis voilà. Et après, le deuxième jour, on s'est dit que peut-être il y avait eu, c'est pas un accident ou quelque chose. Jordi et sa sœur Angélique cherchent leur père. Ils ont l'idée de contacter sa banque. Ils s'aperçoivent alors que sa carte bancaire a été utilisée depuis sa disparition. Donc il s'est avéré que ma sœur a trouvé sur le relevé qu'il y avait eu des retraits dans un bureau de tabac en Alsace. Et voilà. Et étant donné qu'il ne fumait pas, c'était bizarre, quoi. Donc de là, elle est allée au commissariat pour voir ce qu'elle pouvait faire. Et donc elle a signalé la disparition. Et il me semble le lendemain ou le surlendemain, il y a la police judiciaire qui est venue et qui a commencé son enquête. 5 jours plus tard, les enquêteurs retrouvent la voiture de Benoît incendiée. L'enquête démarre. Des témoins se souviennent l'avoir vue en compagnie de Johan et Mathias. Les deux hommes sont placés en garde à vue, ainsi que Myriam et leurs deux complices. Ils reconnaissent avoir fait la fête avec Benoît, mais prétendent qu'il est parti ensuite en Slovaquie. Mais un détail va les faire tomber. Lorsque Mathias a retiré les 360 € au distributeur, il a été filmé par une caméra de surveillance. Toute la bande passe aux aveux. Johan conduit les policiers dans la forêt de Mortswiller. Les enquêteurs préviennent la famille. En fait, c'est donc le commissariat qui nous a appelés. Et donc, ils sont venus nous chercher à Audincourt. Et donc, ils nous ont ramenés jusqu'au commissariat pour nous apprendre qu'ils avaient retrouvé le corps de mon père. Et puis voilà, après c'est... J'ai eu du mal à accepter, à comprendre. Je voulais être sûr que ce soit lui. J'ai appelé donc le médecin de l'hôpital pour essayer de voir le corps et il m'a été répondu que c'était pas nécessaire. Il était dans un état où ça m'aurait rien fait. J'aurais pas pu le reconnaître. L'autopsie va révéler la barbarie des sévices subis par Benoît. On sait que Benoît Savéant a été frappé à mort puisque l'autopsie a révélé qu'il avait un enfoncement au niveau de la poitrine, des traumatismes au niveau du crâne avec un enfoncement des tempes. Il a reçu des coups. Pourquoi on a pu aller aussi loin dans l'acte de méchanceté, de barbarie pour si peu? Johan est déjà connu des services de police. Il a déjà été condamné plusieurs fois pour des faits de violence. D'ailleurs, il s'en était déjà pris à la famille Savéant. Il y avait déjà eu des histoires entre ma mère et Jonathan. Il lui avait tapé dessus. Et
Donc moi aussi un jour, je m'étais pris le bec avec lui parce qu'il s'en était pris à mon père. Donc lors de cette altercation, il m'a pris au cou et voilà, il voulait pas lâcher l'affaire, quoi. Même les parents de Johan et Mathias ne comprennent pas. C'est un jeune qui est quand même assez orgueilleux. Et puis bon, il a fait connaissance avec des jeunes. Et puis c'est un chef, quoi. Pour ses parents, Mathias était plus calme. C'est Johan qui l'aurait entraîné. Au début, j'en ai voulu de l'avoir entraîné dans une histoire comme ça, parce que Mathias de lui-même, il aurait jamais fait un truc comme ça, quoi. Il avait plein d'amis, il avait plein... Tous, ils vous diraient que c'était un nounours, quoi. Parce que c'est un bon gosse, quoi. Il n'était pas violent. Les deux frères attendent leur procès en prison. Leurs parents ne réalisent pas la gravité des faits. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il risquait entre 15 et 20 ans. Selon le code pénal, leur fils encourt en réalité la prison à perpétuité. Remise en liberté, Myriam, la maîtresse de Johan, angoisse à l'approche du procès. Elle va devoir faire face à la famille de la victime. Vous avez peur d'affronter leur regard au procès? Oui. Vous vous sentez coupable quand même? Un petit peu. De quoi vous vous sentez coupable? Je sais pas. Pour Agnès, la femme de Benoît, l'épreuve s'annonce aussi très difficile. Cette justice, j'attends beaucoup d'elle. Beaucoup. Et je l'attends impatiemment, ce moment-là. Et puis je l'appréhende en même temps. Je l'appréhende parce que j'ai pas envie de revoir ces gens-là. Donc c'est vrai que j'angoisse beaucoup. Mais j'ai pas envie qu'on oublie Benoît. Jean-Luc, le frère, et Jordi, le fils de Benoît, veulent profiter eux aussi de ce procès pour essayer de tourner la page. Qu'ils nous disent pourquoi. Exactement. Franchement, pourquoi? Est-ce qu'ils regrettent ou pas? Mais j'attends que... C'est même pas des excuses, je veux même pas les voir pleurer en fait, c'est... Je veux qu'ils prennent. Le procès est prévu au mois de juin devant la cour d'assises de Besançon. Jusque-là, les accusés sont présumés innocents.